Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie à contre-courant où je reçois aujourd'hui Francesco Saraceno qui est l'auteur de L'économie à l'épreuve des faits qui a été publié aux éditions de la revue Banque et qui est un livre qui traite donc des théories économiques au regard évidemment de la réalité économique avec une nuance importante. Quel a été pour vous l'élément essentiel qui a contribué à vous faire écrire ce livre de lien entre les théories et les grands débats de théorie économique et la réalité telle que, évidemment, la vie, l'économie réelle? Moi, j'avais une double démarche, si vous voulez, quand j'ai commencé à écrire cet ouvrage. La première, c'était de montrer que la théorie économique qu'on étudie aujourd'hui en cours d'économie, mais pas seulement en cours d'économie, les étudiants d'affaires publiques et les lecteurs informés qui s'approchent à l'économie, et doivent comprendre que ce qu'on étudie aujourd'hui, elle est produit d'un débat qui a duré pendant 150 ans. Donc, il y a l'importance de comprendre comment on est arrivé aux théories d'aujourd'hui pour mieux comprendre comment les débats d'aujourd'hui s'articulent. Et la deuxième, qui est clairement liée, c'est que tout débat, presque tout débat qu'on a aujourd'hui, peut être retrouvé dans l'histoire de la pensée économique. Et donc, savoir comment... Et les théories ont surgi et parfois elles ont échoué à expliquer et à gérer des phénomènes économiques, peut nous donner des leçons qui sont utiles pour les problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc c'est un livre qui en même temps regarde vers le passé, mais qui est aussi, j'espère, utile pour appréhender les grands débats d'aujourd'hui. Et la deuxième thèse qui m'a un peu guidé, c'est de faire comprendre que l'économie, la connaissance économique ne se fait pas par accumulation progressive en fait de connaissances, mais c'est les retours de théories, c'est des contrapositions d'idées qui, selon les époques et les problématiques dont il s'agit, reviennent et disparaissent. Donc il n'y a pas une accumulation linéaire de la connaissance, mais il y a plutôt un débat continuel. Donc ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de vérité absolue en économie, il n'y a que des débats, il n'y a que des contradictions, il n'y a que cela qui permet en réalité d'avancer dans cette science qui est une science qui est proprement humaine, et c'est ce que vous montrez très bien dans ce livre. Aujourd'hui, on a quand même le sentiment que certains, notamment dans l'espace politique, défendent ce qu'ils estiment être une vérité. Pour vous aujourd'hui, arriver à définir une politique économique, c'est aussi accepter le débat? Absolument, c'est central en fait. Je crois que les 30 années qui ont écoulé de la moitié des années 70 jusqu'à la crise au début de la crise de 2008 ont vu émerger un consensus qui était, comme vous dites, porteur de vérité. Et non seulement de vérité, mais de vérité absolue. Ce qui est très intéressant que les prescriptions des politiques économiques qu'on a développées dans le cadre de ce consensus étaient appliquées à l'Argentine en crise en 2001, à la Russie qui sortait des 60 ans de communisme, à la Grèce qui était en crise de dette. Non seulement il y avait une vérité, mais cette vérité était absolue. C'est ce que les Anglais appellent one size fits all, une taille universelle. Et moi, j'essaie de prouver dans le livre que cette approche si universelle, si de quelque manière dogmatique, a produit beaucoup de dégâts. C'est une des raisons finalement pour lesquelles la crise financière de 2007 a été aussi dévastatrice et a duré aussi longtemps. Et aujourd'hui, on commence peut-être à en sortir un petit peu, mais en tout cas, pendant 10 ans, l'économie a été marquée en réalité par cette crise, notamment parce que la réponse économique a été une réponse qui était marquée par ce que vous appelez ce nouveau consensus qui était dominant avant la crise. Oui, je pense qu'il y a des accusations qu'on peut faire aux économistes à l'égard de la crise. J'en parle un peu dans le livre, mais c'est un peu plus général tout ça. C'est-à-dire, vous n'avez pas vu ça venir. Je commence par la citation célèbre de la reine d'Angleterre au professeur de la London School of Economics. Pourquoi personne n'a pas vu ça venir? Bon, ça, je pense que c'est une critique pas très généreuse. C'est-à-dire que prévoir une crise est très très difficile, je dirais presque impossible. En revanche, ce qui est certainement vrai, que c'est dans cette complaisance qui était partagée par les économistes académiques, mais aussi par les grandes institutions internationales, les fonds monétaires, l'OCDE, tout ça, on a sous-estimé les facteurs de risque qui existaient. Donc, savoir quand la crise aurait frappé, ce n'était pas facile. Voir qu'il y avait des déséquilibres qui
qui s'accumulaient de façon souterraine presque dans l'économie, ça aurait été plus facile. Et c'est vrai que cette complaisance a prévenu tout ça. Et après, il y a un discours qui est plus européen, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que la crise a commencé aux États-Unis, mais en soi, la crise n'aurait pas duré très longtemps, parce que la réponse des politiques économiques était plutôt efficace. C'était qu'entre 2008 et 2009, à la fin de 2009, toutes les grandes économies, y compris un peu en Europe, ont mis en place ce qu'on avait appris, et encore une fois, l'histoire économique et l'histoire de la pensée importante, ce qu'on avait appris dans les années 30, et donc on mené des politiques monétaires et budgétaires appropriées, et on a ressorti l'économie de la crise assez rapidement, surtout au vu de l'ampleur de la crise. Où c'est devenu, ça s'est un peu prolongé, c'est en Europe, où on a fait des erreurs, ça, je pense, très idéologiques. Et on a vu la crise qui a démarré avec l'élection de Papandréou en Grèce, on a vu cette crise comme une crise de dette publique, oubliant que ça avait commencé comme une crise de dette privée. Et là, on a appliqué des recettes qui venaient du consensus qui s'était construit à partir des années 80, qui ont non seulement prolongé, je dirais, ils ont aggravé la crise. C'est-à-dire l'Europe est la seule grande économie du monde qui a eu ce qu'en anglais on appelle double dip, c'est-à-dire une double récession. Dans ce contexte, évidemment, la question du multiplicateur budgétaire, qui est une des questions qui a beaucoup agité les économistes au cours de cette crise, est centrale. On se souvient de la phrase de Jean-Claude Trichet qui disait que l'austérité était bonne en réalité pour la croissance. On se souvient des erreurs, évidemment, qui ont été reconnues par le FMI, mais pas par la Commission européenne, sur justement l'effet de l'austérité sur la croissance. Et vous rappelez notamment que certains économistes aujourd'hui parlent d'un effet à long terme, notamment de l'austérité. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, on a vraiment retenu la leçon de cette erreur-là? Est-ce que la théorie économique, est-ce que les politiques, dans leur réflexion autour de l'économie, prennent aujourd'hui en compte ce multiplicateur et l'effet de l'austérité sur l'économie à court, moyen et long terme? Je crois qu'il y a une, je pense, importante prise de conscience de la part des grandes institutions internationales du fait que les consensus avaient poussé trop loin ces prescriptions de politique économique. Et donc la crise a mené plusieurs économistes, surtout malheureusement pour nous en Europe, dans les milieux anglo-saxons, donc aux États-Unis et en Angleterre, à repenser une série de résultats et de pratiques qu'on avait mis en place et qui semblaient immuables. En particulier, ce débat sur le multiplicateur me permet de dire qu'il y a un économiste français qui a joué un rôle très important parce qu'il était l'économiste en chef du Fonds monétaire de 2008 jusqu'à l'année dernière, jusqu'à 2016, c'est Olivier Blanchard. Et lui, il était aussi directeur du département des études. Et je pense que lui, au FMI, il a, si vous voulez, un peu lâché ses chercheurs. Il leur a dit, bon, écoutez, il y a une crise, il faut qu'on comprenne ce qu'on a eu faux, donc lâchez-vous, essayez de comprendre ce qui s'est passé. Et donc, il y a plusieurs champs sur lesquels les vérités reçues du consensus aujourd'hui sont au moins nuancées, si pas du tout pas rejetées. Vous mentionnez la plus célèbre d'entre elles, c'est celle sur les multiplicateurs. On disait, comme les multiplicateurs est très petit, les multiplicateurs est, vous savez, l'impact qu'a le déficit public sur la croissance. Si le multiplicateur est très petit, ça veut dire qu'une augmentation du déficit n'a pas beaucoup d'effet, donc elle ne peut pas relancer la croissance, et qu'en revanche, l'austérité ne fait pas beaucoup de dégâts. C'est pour ça que Trichet avait dit, l'austérité porte à l'expansion, parce qu'on réduit les dépenses publiques, il n'y a pas beaucoup de coûts pour l'économie en soi, et en plus, le secteur privé, libéré, peut partir vers de nouveaux horizons, si vous voulez. Et grâce à Blanchard, le FMI a fait une chose qui est très, très particulière et pas très commune parmi les économistes. Il a fait un acte de contrition, c'est-à-dire qu'il a eu un mea culpa. Et ce mea culpa a été très officiel parce qu'il est sorti dans les perspectives économiques du Fonds monétaire, qui est leur document phare. Mais il n'y a pas que les multiplicateurs. Il y a la discussion qui s'est ouverte sur le flux de capitaux, par exemple. Est-ce qu'avoir une complète liberté de circulation du capital est vraiment bénéfique pour l'économie ou pas? Et dans quelles conditions? Il y a eu un débat sur la courbe de Phillips qui se réouvre. Est-ce que la courbe de Phillips, c'est-à-dire la relation entre emploi et chômage, est vraiment telle que la politique monétaire ne peut avoir qu'un impact sur l'inflation et pas sur l'activité économique? Aujourd'hui, on se dit non, c'est plutôt le contraire. Aujourd'hui, on voit que des politiques monétaires très expansionnistes et l'inflation qui ne redémarre pas. Et donc, la courbe de Phillips est presque pas verticale, donc pas d'impact, mais le contraire, il y a beaucoup d'impact sans des conséquences inflationnistes.
au total, toute cette mouvance de réflexion sur les consensus, à mon avis, elle peut être résumée en 2-3 phrases, c'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de repenser l'efficacité de la politique économique, monétaire d'un côté et budgétaire de l'autre. Et je pense que c'est très important parce que, si vous voulez, c'est une reconnaissance que l'économie n'est pas des marchés parfaits qui marchent très bien si on ne les touche pas. Elle n'est pas non plus une économie où le gouvernement a tout juste et qui peut diriger l'économie à sa guise, mais c'est des institutions qui sont les deux imparfaites. Et donc la politique économique n'a rien d'autre à faire que d'essayer de tirer le mieux de cette interaction entre les institutions imparfaites. C'est ce que j'essaie de dire dans le livre. Il n'y a pas de vérité dans les champs keynésiens, il n'y a pas de vérité dans les champs néoclassiques. Un des éléments importants que vous avez commencé à évoquer notamment, c'est évidemment celui de l'Europe et des institutions économiques qui sont nées avec la zone euro notamment. Vous expliquez très bien que ces institutions sont le fruit du nouveau consensus, enfin de ce qu'on a appelé le nouveau consensus, qui est maintenant l'ancien consensus, disons du consensus d'avant la crise. Quel est pour vous l'avenir justement de ces institutions, alors que, comme vous venez de le décrire, on est en train de remettre en cause ce consensus, on est en train de se poser la question de l'impact de l'inflation, de la politique monétaire, de la politique budgétaire, des multiplicateurs. Est-ce que aujourd'hui, les institutions de la zone euro telles qu'elles ont été conçues dans les années 90, renforcées pendant la crise avec une surveillance budgétaire encore plus importante, avec le pacte budgétaire, avec les directives 2-pack, 6-pack, etc. Est-ce que ces institutions aujourd'hui peuvent tenir face à cette nouvelle réflexion théorique en cours? C'est une très bonne question et très difficile par ailleurs, parce qu'on sait très bien qu'il y a la réflexion des économistes et des intellectuels, mais après il y a aussi les dynamiques de la politique. Je veux dire, les dynamiques de la politique ne sont pas orientées vers une réforme profonde de nos institutions. Il est clair aujourd'hui que les institutions qu'on avait mises en place à partir du traité de Maastricht en 1992, elles ne sont pas adaptées à ce qu'on commence à comprendre, on recommence à comprendre, parce que l'autre chose que je dis, c'est que les théories reviennent tout le temps. Il n'y a pas de théories qui sont évacuées une fois par toutes. S'il y a un nouveau rôle de la politique économique qui s'impose, tôt ou tard, il faudra se demander si les institutions européennes permettent que ce nouveau rôle puisse être joué. Alors, je voudrais aussi dire que quand on veut, les institutions européennes font preuve d'une certaine flexibilité. Donc, s'il y a une volonté politique, par exemple, pour faire des plans de relance, on peut le faire. Mario Draghi, avec quelques difficultés, a pu mettre en place le quantitative easing, il a pu mettre en place les taux négatifs. Donc, ce n'est pas des institutions qui étouffent complètement la discrétionnalité des décideurs. Ceci dit, il est clair que si on avait des institutions un peu plus flexibles, donc par exemple un pacte de stabilité, on veut garder une règle fiscale, budgétaire, on peut le faire, mais qui permettent un peu plus de discrétionnalité aux pays qui le peuvent et qui permettent de la coordination entre les différents pays. Parce qu'on peut peut-être en reparler plus tard, mais les problèmes européens, ce n'est pas tellement qu'on a imposé l'austérité à la Grèce ou à l'Espagne, c'est des pays qui avaient des finances publiques qui effectivement étaient en mauvais état. Le problème, c'est que cette austérité qui a été imposée à ces pays-là n'a pas été accompagnée par une expansion des autres pays qui aurait facilité la tâche. Et ça, c'est les conséquences justement de ce que vous expliquez de ce nouveau consensus, c'est-à-dire qu'on a pensé que l'unilatéralité de l'austérité était suffisante, comme on l'a vu, et qu'il n'y avait pas besoin de l'accompagner par des mesures de soutien à l'activité, puisque ces mesures étaient inefficaces. Exactement. Il y a au fond, le nouveau consensus récupère en fait une intuition qui date de la fin du siècle dernier, du 19e siècle, c'est-à-dire que les marchés libérés de toutes les rigidités comme les pouvoirs de monopole, les asymétries d'information et ainsi de suite, arrivent à des résultats qui sont optimaux. Une fois qu'on a ça comme centre de la théorie, toute politique ne peut que nuire au processus de marché et donc elle doit être contrainte. Et le consensus n'a pas changé grand-chose à cette intuition qui était l'intuition de base de l'économie néoclassique de la fin du 19e siècle. L'austérité faite en Grèce doit être accompagnée par de l'austérité faite en Allemagne, même si l'Allemagne n'en a pas besoin. Et c'est là où, justement, ça crée des dégâts, parce que probablement, bon, peut-être beaucoup plus ralenti, parce que c'était aussi très, très brutal, mais les mêmes programmes qu'on a imposés à la Grèce
étalée sur quelques années de plus, et avec en même temps une relance budgétaire importante avec de l'investissement public, dont par ailleurs ils ont très besoin en Allemagne, aux Pays-Bas, dans les pays, ce qu'on appelle les centres de l'Europe, aurait évité la deuxième récession de la zone euro, aurait probablement du coup aidé un peu la consolidation menée en Grèce, et donc moins de souffrances et plus de résultats. Et au total, on aurait été tous meilleurs. Le problème, c'est que, ça aurait voulu dire qu'on coordonne les politiques économiques, pas qu'on les synchronise. Et donc qu'on échappe à cette idée que tout le monde doit faire la même chose. Le problème, c'est qu'on a renforcé en réalité l'unilatéralité de ces politiques par notamment le pacte budgétaire qui prévoit un désendettement des pays de façon unilatérale, et que la politique officielle de la zone euro aujourd'hui reste une politique de réduction unilatérale des déficits, et la coordination, elle reste extrêmement faible. Donc évidemment, la Commission ou la BCE peuvent venir pour amoindrir, on va dire, ce rythme de consolidation unilatérale, mais la politique officielle qui doit être menée est bien celle de la consolidation unilatérale. Absolument, oui, parce que la narration est la crise, c'est une crise de dette publique. On oublie tout ce qui s'est passé entre 2007 et 2009, on oublie les subprimes, on oublie les surendettements des ménages, des firmes et des banques, et on ne reste qu'avec l'idée que les Grecs sont des pêcheurs comme les Italiens, comme les Espagnols, comme les Irlandais. Et donc, dette publique, ça veut dire réduction de la dette, fin de l'histoire. Ce qu'on a eu faux en Europe, selon cette narration, c'est le fait qu'on a laissé la Grèce s'endetter trop. Et donc, il faut resserrer les vis, il faut resserrer les boulons, être beaucoup plus strict. Et donc, surveillance budgétaire renforcée, règles plus strictes, non seulement comme dans l'ancien pacte de stabilité, déficit structurel à zéro, c'est-à-dire ne pas permettre des politiques discrétionnaires, mais ne laisser que les stabilisateurs automatiques marcher, mais en plus de ça, aussi une réduction de la dette, qui pour certains pays, comme par exemple l'Italie, mais la Belgique aussi, elle s'avère très importante, et donc du coup très coûteuse en termes d'austérité, justement. Et de croissance au final. Une dernière question en fait sur l'avenir finalement des théories économiques. Vous décrivez dans le livre 150 ans de dialogue, on va dire, ou de conflit entre le néoclassicisme et le keynésianisme, pour aller un peu rapidement. Est-ce que ce dialogue, est-ce que ce conflit, il peut, après cette terrible crise qu'on a vécue, être résolu par un nouveau consensus, on va dire, ou est-ce que finalement la victoire avant la crise du néoclassicisme, comme vous l'avez rappelé, eh bien finalement elle n'est pas véritablement remise en cause par la crise. On a quelques éléments qui peuvent nous le laisser penser, notamment la politique économique qui aujourd'hui est défendue en France, avec cette idée du retour du ruissellement, même si le gouvernement ne l'accepte pas sous cette forme-là. C'est quand même une politique qui s'appuie sur cette idée qu'en libéralisant le capital et en réduisant les taxes sur le capital, eh bien, il va y avoir de la richesse qui va se répandre dans l'ensemble de l'économie. Est-ce que finalement ce cœur de la pensée économique qui était vrai avant la crise de 2006, qui était, comme vous l'avez rappelé, le cœur de la pensée néoclassique, est-ce qu'aujourd'hui, elle est réellement remise en cause par la crise ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas où on ira. C'est-à-dire que je crois que... je répète, là, la différence entre l'Europe et le monde anglo-saxon, elle est flagrante, surtout dans les départements d'économie, dans plusieurs départements d'économie aux États-Unis, les processus de réévaluation est réel, et donc je ne vois pas le consensus dans sa forme précédente revenir en force et faire comme si rien n'était. Donc ça je me sens de l'exclure. L'Europe est un peu plus compliquée parce qu'en Europe, surtout les décideurs ne semblent pas du tout affectés par ces débats. On avait écrit avec Jérôme Kriel, mon collègue de l'EFC, une tribune il y a quelques mois dans laquelle on disait que c'est absolument navrant comment tous ces débats dont après j'ai parlé dans les livres n'apparaissent nulle part ici en Europe. Donc le débat sur le multiplicataire, comme vous le dites, il est complètement absent des grandes institutions. C'est vrai, Mario Draghi fait des politiques non conventionnelles, mais ces politiques sont combattues et considérées absolument exceptionnelles et à renormaliser dès que possible. Donc il y a une sorte d'imperméabilité du milieu intellectuel et politique
européenne. Plus en général, je pense que c'est difficile de revenir au consensus tel qu'il était avant la crise, parce que le processus de révolution, je répète, il est réel, il a démarré, il est enclenché. C'est beaucoup plus difficile de dire qu'est-ce qu'il va émerger de tout ça, de cette ferveur et de ces débats. Et ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est qu'à mon avis, il ne devrait pas réémerger. On ne devrait pas se retrouver avec un nouveau consensus, un nouveau consensus, comme vous l'avez appelé, parce que quand on a un paradigme dominant, ce paradigme vite devient imperméable à toute contamination. Et dès qu'il devient imperméable à toute contamination, il devient par définition universaliste et par définition inadapté à saisir la complexité du monde. C'était le cas pour la théorie néoclassique dans les années 30, c'était le cas pour la théorie keynésienne qui au bout d'un moment a échoué aussi parce qu'elle appliquait des recettes keynésiennes quand les problèmes étaient des problèmes non keynésiens. C'est justement le cas dans les années 70 avec tous les chocs de l'offre, les chocs pétroliers et ainsi de suite. Et ça a été le cas avec le nouveau consensus, notamment en Europe, on vient de le dire, qui a appliqué des recettes fausses et qui continue aujourd'hui à insister sur des politiques de l'offre quand la zone euro, encore aujourd'hui, même en contexte de reprise, elle a plutôt un problème de demande qu'il n'arrive pas à générer. Donc, ce que je voudrais qui émerge du débat que je suis, parce que ça me passionne, c'est les consensus qu'il ne peut pas y avoir de consensus. Et donc, une capacité, surtout des décideurs politiques, des policymakers, à écouter les différentes visions et à choisir celle qui, à leur avis, est la plus appropriée pour le moment, pour les cas, pour les problèmes qu'ils ont. Donc finalement, ce qu'il faudrait, c'est de la démocratie aussi dans les débats économiques, des débats pour pouvoir définir des politiques économiques qui correspondent. Et de l'éclectisme. Et moi, je suis toujours épaté par la Chine. Le gouvernement chinois, depuis 15 ans, il est engagé dans une transition qu'on connaît très bien, les problèmes de la Chine, mais aussi les chemins qu'ils ont faits. Et eux, ils ont parmi leurs conseillers Joe Stiglitz d'un côté, qui est un économiste qui est très critique du paradigme néoclassique, et Robert Lucas, qui est l'inspirateur de toutes les politiques de l'offre des années 70. Et les deux conseillent. Donc j'imagine qu'eux font exactement ce que j'ai en tête, tout décideur politique devrait faire. Ils écoutent et ils décident. Quelle est des différentes approches la plus adaptée pour les problèmes qu'ils ont en face. Éclectisme et, comme vous le dites, débat, démocratie. Francesco Saraceno, merci beaucoup et au revoir. Merci à vous. Et à très bientôt pour une autre émission sur Mediapart.